causerie sur l'assurance pour animaux de compagnie, un produit pas comme les autres. Alors, je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux gens en salle, également aux participants en ligne. Pour nos participants en ligne, je vous invite, si vous le souhaitez, bien sûr, à ouvrir vos caméras. On a la chance, avec les intervenants, d'avoir un écran qui est dédié là, à votre présence. Donc, je me présente, Cynthia Dubois. Je suis professeure à la faculté de droit et directrice du laboratoire en droit des services financiers. Pour les habitués, l'API, donc le laboratoire, c'est une unité mixte de recherche qui vise vraiment à développer, à faire de l'interaction entre les activités d'enseignement et de recherche dans le domaine des services financiers, donc en droit bancaire, droit des assurances, droit des valeurs mobilières. Et une des choses qu'on veut faire aussi, c'est bien sûr de la diffusion du savoir, notamment en organisant des événements de vulgarisation comme celui avec le Midi Causerie sur l'assurance pour animaux de compagnie. Donc, dans le cadre de ces événements, de quoi on veut parler? Bon, on va essayer ensemble de découvrir c'est quoi ce type d'assurance-là. Donc, comprendre les caractéristiques du produit, qu'est-ce qui est couvert, les exclusions. On va également parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, sa qualification juridique comme produit d'assurance. On va parler de sa disponibilité, sa distribution aussi au Québec. Et finalement, comme tout bon causerie, on va parler à la fin des enjeux, des pistes de réflexion à approfondir qui viennent de ce produit-là, notamment au regard de la protection des consommateurs. Donc, peut-être que vous vous demandez pourquoi dédier un événement à l'assurance pour animaux de compagnie. Je vous avoue tout de suite, j'ai pas de petit chat ou de petit chien à la maison, mais je trouvais quand même que le thème était porteur. Quelques chiffres à l'appui. 60% des ménages canadiens ont un chat ou un chien. De ces propriétaires d'animaux, c'est pas tout à fait 4% qui détiennent en ce moment une assurance pour animaux de compagnie. Aux États-Unis, c'est un taux encore plus faible. On parle d'un petit peu plus que 1%. Mais au Royaume-Uni, on parle de plus de 30%. Et en Suède, de près de 50% des propriétaires d'animaux qui ont une assurance pour animaux de compagnie. Donc, il y a quand même un intérêt. Au Québec, 65% des propriétaires d'animaux n'ont aucune idée de c'est quoi une assurance pour animaux de compagnie et en ont jamais entendu parler. Et pourtant, ça fait un petit peu plus de 30 ans que des produits de cette nature-là sont en vente, sont distribués au pays. Alors, on s'est dit qu'il y avait là tous les ingrédients pour avoir un thème porteur qui pouvait susciter l'intérêt. Alors, c'est pourquoi on s'intéresse à l'assurance pour animaux de compagnie. Pour en discuter ce midi, je suis accompagnée par des professionnels dans le secteur de l'assurance à différents égards. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Jessica Gauthier, qui est associée chez Stanley Moment et qui se spécialise, bien sûr, dans le litige et la résolution de règlements des différends dans le domaine de l'assurance. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. On accueille également Mme Dominique Larouche, qui est conseillère en assurance de dommages au CAA. Donc, c'est une professionnelle qui a l'habitude des produits d'assurance, de recommander ou de discuter de produits d'assurance. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et on accueille également Maître Jean-Christophe Bernier, qui est à la direction des affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers. Alors, Maître Bernier, bien sûr, connaît la réglementation dans le domaine de l'assurance au Québec. Alors, on est content de l'accueillir également. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nos intervenants vont exprimer leurs opinions personnelles et pas des opinions qui vont lier leurs organisations. C'est important de le préciser. Et pour ma part, je vais faire comme dans les midi causeries habituellement, je vais animer cet événement et je serai la gardienne du temps, parce qu'on essaie, bien sûr, que tout ça entre dans d'une heure aujourd'hui. Alors, on va commencer sans plus tarder, d'abord par comprendre c'est quoi l'assurance pour animaux de compagnie. Alors, je me tourne vers Dominique, qui m'ont permis d'utiliser les prénoms. Alors, je vais le faire. J'aimerais savoir, très simplement, c'est quoi ce produit-là, puis ça consiste en quoi? Alors, en une phrase, pour résumer, l'assurance pour animaux de compagnie, c'est une assurance qui va venir aider à couvrir les coûts des soins vétérinaires qui vont découler soit d'une maladie, soit d'un accident. Ça dépend de la couverture qu'on va choisir. Il y a une analogie qui est très, très intéressante à faire entre cette assurance pour animaux-là et l'assurance santé qu'on a pour les humains. Donc, le fonctionnement est très, très similaire. Une fois que le contrat est souscrit, la personne, l'assurée, va payer la facture en totalité. Elle va se retourner vers son assureur pour demander une indemnisation. L'assureur va procéder à l'indemnisation selon les conditions et les limites du contrat, bien entendu. Est-ce que c'est pour tous les animaux de compagnie? Là? Si moi j'ai un perroquet ou un serpent,
poissons, je ne sais pas, est-ce que ça couvre tout ça ou c'est principalement nos petits animaux habituels? L'assurance, en fait, qui est la plus connue, qui est la plus répandue dans le marché pour l'instant, c'est vraiment pour les chats et les chiens. Donc, c'est très limité. Par contre, si on a un cheval, si on a, je pense aux oiseaux exotiques, les perroquets, tout ça, il existe des options d'assurance, mais ils ne sont pas disponibles à grande échelle. C'est vraiment des petites assurances spécialisées qu'il faut aller via un courtier. OK. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on va vous parler du produit d'assurance pour animaux de compagnie, on cible principalement l'assurance vraiment pour les chats et les chiens. Donc, ça va être ça. Maintenant, je me tourne toujours vers toi, Dominique. C'est quoi les principaux frais qui sont couverts par ce type d'assurance-là? Il faut savoir qu'en principe, là, la police, ça va être établie à la lumière des antécédents médicaux de l'animal. Donc, on va prendre en compte son dossier médical, on va questionner son propriétaire. L'assureur va aussi exiger, là, au moment de la souscription, un examen complet. L'examen doit être réalisé par un vétérinaire. Et à ce moment-là, on va venir couvrir les frais qui vont découler de tout ce qui n'a pas été découvert. Donc, la minute qu'on connaît une condition de santé, ça va être généralement exclu du contrat. Plus précisément, les frais qui sont liés là, au service vétérinaire, on va parler de couverture des honoraires, par exemple, couverture des frais d'hospitalisation, couverture des interventions chirurgicales, les médicaments, les appareils médicaux, là, tu sais, les petites collerettes ou un plâtre ou des choses comme ça. Ça fait partie des frais qui sont couverts par, selon les limites et conditions toujours, mais ça fait partie des frais là, habituellement. C'est intéressant. Est-ce que tu aurais 2-3 petits exemples plus précis pour nous? S'il arrive quelque chose à Pitou ou à Minou, là, comment on peut être couvert? Bien sûr. J'ai une charmante collègue qui est venue me rencontrer la semaine passée pour m'offrir 2 beaux cas. Donc, des cas vécus. La dame a adopté il y a 5 ans à peu près des petits lévriers italiens. Je ne sais pas si vous avez en tête la sorte de chien. Là, c'est un chien moyen, mais il y a la patte très, 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 très fine. Il y a la gueule fine puis très étroite. Donc, on sait que cette race-là, ils sont plus sujets là, aux cassures, aux fractures. Par exemple, des pattes puis aux problèmes dentaires. Donc, elle a fait son magasinage en conséquence et elle a choisi son assurance pour couvrir ce genre de problème. Donc, la belle Mia, elle a 1 an et demi à peu près, elle est folle, c'est l'hiver, elle joue dans la neige, puis elle décide de sauter en bas d'un banc de neige, fracture d'une des pattes. C'est samedi, donc les cliniques vétérinaires sont pas ouvertes. Alors, elle obtient une consultation d'urgence, elle va obtenir des radiographies, elle va avoir des analyses de laboratoire aussi parce qu'on va la préparer pour une intervention chirurgicale qui va avoir lieu le lundi seulement. Donc, elle a droit à 2 nuits d'observation en clinique. Elle ne peut pas la laisser tout seul, ça prend un surveillant. Donc, un surveillant pour les 2 nuits. Elle va avoir de l'anesthésie, intervention chirurgicale, les médicaments, les fournitures médicales. La facture. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Pour elle, dans ce cas-là, ça a monté à un peu plus de 6 000 $. Là, je parle des coûts dans 2021. Heureusement, c'est des coûts qui sont généralement couverts par l'assureur. Il peut y avoir un montant maximum là, par année ou par incident, selon les cas, mais le 6 000 $ a été dans son cas en très grande partie couvert par l'assureur. Alors, la belle Mia, je vous donne un exemple de maladie cette fois-là. C'est au début de l'année 2024, durant son examen vétérinaire annuel, le vétérinaire lui dit « Je pense qu'elle serait due pour un soin dentaire. » Alors, on se rend à l'examen dentaire qui se passe sous anesthésie pour les animaux. Donc, le vétérinaire regarde ça et lui dit « Oh, je suspecte une parodontie. » C'est une maladie infectieuse qui est relativement courante. Mais le stade est assez avancé, donc on demande un détartrage, une anesthésie, une radiographie pour confirmer le diagnostic. Elle a le droit d'anesthésie supplémentaire, puis de l'extraction des dents, parce que la parodontie, ça fait en sorte que les dents se détachent de l'os. Donc, après 14 extractions, ta pauvre Mia ressort de là avec un sourire un petit peu édenté. Mais la propriétaire, elle a le droit à une facture de 1 500 $.
Heureusement, elle a bien fait son magasinage, mais dans le cas des frais d'entraide, là, souvent, il y a des plafonds. Fait que c'est un maximum là, de 700 qui a été remboursé dans ça. Merci, c'est vraiment éclairant. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a d'autres? On a vu qu'il y avait des frais, des vétérinaires, des frais de l'hospitalisation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres types de frais qui, dans certaines polices, peuvent aussi être couverts? Oui, souvent, les assureurs, effectivement, il y a les frais généralement couverts, là, comme on a vu, mais ils offrent des garanties complémentaires. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes selon les situations. Les animaux perdus, on perd notre animal, toute la publicité puis la récompense. Donc, ça peut être couvert par ce genre de police-là. On met toujours un plafond de garantie à ce moment-là, mais c'est des choses qui peuvent être couvertes. Si jamais l'animal, le propriétaire se réserve un beau voyage dans le sud, quelques jours avant, l'animal a une urgence médicale, mais une vraie urgence là, qui met en jeu la vie de l'animal. Il y a possibilité de payer un montant pour annuler le voyage du propriétaire pour qu'il puisse rester là, au chevet de l'animal. Si le propriétaire doit être hospitalisé et qu'il n'y a pas personne pour prendre soin de l'animal, il y a possibilité de payer pour des frais de pension. Donc, ça aussi, c'est pas du nécessaire, c'est du nice to have, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Intéressant. Puis, tu en as déjà glissé un petit mot, mais est-ce que, normalement, il y a des montants, tu parlais de limites tantôt sur les frais dentaires qui sont liés là, aux problèmes dentaires. Est-ce qu'il y a d'autres types de limites, des montants qui sont maximaux là, pour l'ensemble d'une police? En fait, je te dirais que d'après les études que j'ai faites, regarder les contrats un peu, il n'y a pas de libellé standard, comme dans le cas de l'assurance auto. On s'entend que chacun des assureurs va écrire les choses à sa manière et va présenter les choses à sa manière. Donc, quand on parle de limite de couverture, il y a 3 cas possibles. Ou bien c'est une couverture illimitée. Et là, on comprend que ça va avoir un impact sur ta prime. Il peut y avoir des montants par année, un montant maximal par année. Donc, peu importe ce qui arrive, on bloque. Là, ça peut jouer autour de 7 500. Ça peut même aller jusqu'à 15 000. J'ai trouvé des 15 000, limite de 15 000. C'est quand même pas pire. Puis, il peut y avoir aussi des montants par incident. Donc, si, par exemple, il y a une maladie, ou s'il y a 2 maladies, ou, tu sais, c'est vraiment un 5 000 dans ce cas-là, par incident. Ensuite de ça, il peut y avoir des catégories, par exemple, certaines catégories de médicaments qui peuvent avoir une limite spécifique. Donc, ça aussi, c'est des choses qui existent. Il faut savoir que dans le cas des assurances pour animaux, il y a des franchises annuelles. Donc, typiquement, on va chercher entre 100 et 300 de franchise annuelle. Le montant va dépendre de l'âge de l'animal, du type d'animal aussi. Si c'est un chat, un chien, ça peut jouer sur la franchise. Et puis, naturellement, cette franchise-là peut jouer dans le temps. Et on a aussi le principe de co-assurance. Donc, le co-assurance, c'est après l'application de la franchise annuelle, on va avoir un partage du coût là, pour les réclamations qui vont être acceptées. Donc, typiquement, on est à 80 %. Donc, l'assureur va payer 80 % et on va garder le reste au frais de l'assureur. C'est vraiment intéressant. Le fonctionnement, comme tu viens de le présenter, c'est vraiment comme une assurance santé ou invalidité qu'on pourrait avoir là, c'est ça que notre employeur ou de façon là, individuelle. Mais qui dit contrat d'assurance dit exclusion. Alors, qu'est-ce qui est souvent exclu de ce type de contrat-là, en principe? Encore une fois, ça dépend des contrats, mais une chose qu'on retrouve partout, c'est les fameux problèmes médicaux préexistants. Donc, tout ce qui s'est manifesté, ça n'a pas besoin d'être diagnostiqué officiellement. Il faut juste que ce soit manifesté, soit avant le début du moment de la souscription, le début de l'assurance, ou pendant il y a une petite période d'attente aussi, qui est normalement au contrat. Donc, si ça s'est manifesté durant la période d'attente, ce n'est pas couvert dans ton contrat. Il y a les accidents qui sont liés à des comportements répétitifs et évitables souvent. Par exemple, un animal qui va manger n'importe quoi. L'ingestion des corps étrangers.
des fois, l'assureur va mettre une limite. Il va dire, ben, je te couvre, mettons, les 3 premières fois. Après ça, on comprend qu'il va falloir que le propriétaire mette une action, en fait, pour pas que ça soit produit. Le cours de dressage. Voilà. Tout ce qui est traitement préventif ou électif. Donc, ce qui est facultatif, là, je pense entre autres aux frais de toilettage. Jamais couvert. Ce qui a trait au système reproducteur. Donc, castration, stérilisation, gestation plutôt, mise bas, généralement pas couvert. Et là, j'ai trouvé des belles affaires qui ressortent probablement du côté de la catégorisation de dommages, mais toutes les maladies et blessures causées par des actes de guerre. Bombardement, révolution, invasion. Les réclamations qui sont liées à un accident nucléaire. Ça non plus, ce n'est pas une fois. Généralement, c'est ça tourne autour de ça. C'est intéressant. Puis je vais me tourner vers Jessica pour avoir peut-être des exemples concrets d'exclusion, de limitation qui pourraient revenir de la jurisprudence. En fait, la jurisprudence est très limitée sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup de dossiers qui ont été traités par les tribunaux. On parle principalement de dossiers à la division des petites créances. On en a par contre répertorié quelques-uns, mais règle générale, ce qui ressort, c'est vraiment l'enjeu des conditions préexistantes. C'est souvent là où il va y avoir des zones plus grises. Qu'est-ce qui est réellement une condition préexistante? Quelques exemples, on avait un cas où il était question d'une dermatite, c'est-à-dire que l'animal avait déjà subi une dermatite par le passé. L'assuré tentait de récupérer les frais pour une seconde dermatite en invoquant que la première condition était résolue, que ce n'était pas au même endroit, pas causé par la même chose. Par contre, la Cour n'a pas retenu cette conclusion-là, a conclu que l'exclusion était claire, puis que c'était une condition préexistante, la dermatite, qui s'était déjà manifestée avant la souscription du contrat. Donc, dans ce cas-là, le recours de l'assuré a été rejeté. On a aussi des cas où on a une boiterie qui était antérieure à la souscription du contrat. On a une opération qui doit être exécutée au niveau de la PAC. Donc, encore une fois, la Cour a conclu qu'il s'agissait d'une condition préexistante. Et on en parlera plus tard dans la présentation, mais ça découle notamment de la qualification du contrat. Donc, je vous garde en haleine pour la suite, mais donc la condition préexistante est vraiment traitée là, dans l'optique où l'animal est un bien. Donc, ça va être, on va le traiter un petit peu plus loin dans la présentation. Les exclusions varient beaucoup d'un contrat à l'autre. Dominique l'a mentionné. J'ai moi aussi vérifié. Là, en fait, j'ai analysé 3 contrats types qui sont disponibles en ligne et les 3 varient énormément. Certains assureurs vont exclure les conditions qu'ils qualifient de bilatérales. C'est-à-dire que si on a une condition préexistante, exemple au niveau de l'œil gauche, un glaucome ou autre, si l'œil droit présente un glaucome après la souscription, ce sera exclu. On considère que c'est une condition qui est bilatérale. Il y a aussi des traitements au niveau de maladies ou d'infections parasitaires. Donc, certains assureurs vont considérer que c'est quelque chose qui peut être prévenu par l'assuré en utilisant des traitements préventifs. Donc, à ce moment-là, va exclure ce type de problématique-là. Certains assureurs vont couvrir le dentaire préventif. Certains vont couvrir seulement celui qui découle d'un accident. Donc, si votre animal se blesse et que dans cet accident-là, il perd aussi une dent ou il y a une blessure au niveau de la bouche, puis à ce moment-là, ça va être couvert parce que ça découle d'un accident. Mais vraiment, ça varie selon les assureurs. Il y a aussi, dans certains cas, l'usage commercial. Bon, encore une fois, l'animal, en théorie, est considéré comme un bien là, pour les fins de l'assurance. Donc, si on utilise l'animal pour faire des courses, par exemple, pour faire des courses de traîneau, ou toutes sortes d'usages là, qui peut relever de l'aspect commercial, l'assureur considère que ce n'est pas le même risque qu'un animal, que votre chat sur le divan à la maison. Là. Alors, à ce moment-là, peut exclure les blessures ou les maladies qui peuvent découler de cet usage-là de votre animal. Par contre, il y a des exceptions. Là, si vous l'utilisez pour la chasse, dans certains cas, ça peut être couvert. En tout cas, vraiment, c'est particulier d'un contrat à l'autre. Donc, c'est vraiment important là, de bien s'attarder au libellé des contrats en fonction de vos habitudes avec votre animal.
Évidemment, il y a d'autres cas un peu particuliers. Là. Un des assureurs excluait les animaux clonés. Donc, si vous avez l'intention d'acheter un chien cloné sur Marketplace, sachez que ça pourrait être exclu. Donc, on voit que ce produit-là est en évolution, là, puis qu'il y a beaucoup de variétés sur le marché. Les exclusions, certains contrats vont prévoir qu'une demande de révision peut être faite. Donc, en cours de route, si, exemple, une condition ne s'est pas manifestée pendant un certain temps, vous allez pouvoir demander une révision de certaines exclusions. Évidemment, ça nécessite un acte positif là, de la part de l'assuré. Ces contrats-là ne vont pas couvrir la responsabilité civile qui découle de l'acte de vos animaux. Ça, c'est quelque chose qui est couvert en vertu des contrats habitation standard. Donc, le produit là, dont on parle vise vraiment les maladies et les accidents là, qui affectent physiquement votre animal. Et ce n'est pas une indemnité là, en cas de décès, ce n'est pas une assurance vie. C'est vraiment une assurance maladie. Les frais d'euthanasie vont être couverts dans certains cas si l'euthanasie est rendue nécessaire en raison de la maladie. Mais si vous décidez là, de procéder à l'euthanasie de votre animal en raison soit de son état de santé, ou d'une problématique autre, à ce moment-là, ça ne sera pas nécessairement couvert. Dernier élément au niveau des limitations que je voulais aussi vous souligner, certains contrats, en fait, les contrats couvrent généralement les dommages ou les incidents qui surviennent au Canada et aux États-Unis. Donc, si vous voyagez avec votre chien, c'est possible que ce soit couvert. Un des contrats couvrait aussi l'Australie. Donc, destination privée par les Québécois. Si vous avez de la famille en Australie, ça pourrait justifier votre choix d'un assureur plutôt qu'un autre. Donc, c'est ça. C'est vraiment important de réviser les contrats communautaires. C'est intéressant, puis c'est vrai, moi aussi j'ai fait l'exercice, il y a beaucoup de variations d'un contrat à l'autre. Je vous amène tout de suite du côté de la qualification juridique. Jessica en a glissé un mot. Maintenant qu'on a décrit le produit, on a vu que c'est un produit, je le disais tantôt, que ça s'apparente beaucoup à l'assurance santé invalidité pour une personne physique. On va essayer de voir comment ce produit-là en droit se qualifie. Pour ce faire, je vais me tourner vers Jean-Christophe, je vais lui demander dans un premier temps, là, pour ceux qui ne seraient pas très connaissants du domaine de l'assurance, c'est quoi d'habitude les qualifications dans le domaine de l'assurance? Qu'est-ce qui est possible pour un produit? En fait, le plus important, c'est de savoir que le Code civil divise en deux les assurances terrestres. Donc, il y a d'un côté les assurances de personnes, de l'autre côté l'assurance de dommages. Toute la réglementation, l'encadrement du secteur assurantiel au Québec suit cette première division-là. Par la suite, à l'intérieur de cette division-là, il y a une catégorisation selon certains marchés qui sont très importants, très spécifiques. Comme par exemple l'assurance automobile, quand on parle d'assurance de dommages. Mais il y a l'assurance de biens également, qui est une catégorie, je dirais, résiduelle lorsque certains biens ne se qualifient pas selon la catégorie, par exemple une automobile. On retrouve plutôt ces biens-là dans la grande catégorie qu'on appelle assurance de biens. Donc, première division, assurance de dommages. Deuxième division, assurance de biens. Et c'est là que l'assurance animale se qualifie. En fait, pourquoi? Parce que, bien sûr, l'animal, même s'il a perdu son statut de bien il y a quelques années, les dispositions applicables à l'assurance de biens continuent de s'appliquer à son statut. Donc, à ce niveau-là, ça fait en sorte que c'est vraiment de l'assurance de dommages. Puis, il n'y a aucune autre catégorisation particulière dans le règlement d'application de la loi sur les assureurs qui fait en sorte qu'on peut le sortir de la catégorie assurance de biens. Et c'est là tout l'enjeu, parce qu'on vient d'évoquer, c'est une assurance qu'on assimile beaucoup à de l'assurance de personnes, hein, de l'assurance maladie, assurance accident, etc. Mais malheureusement, vu que l'animal demeure les discussions applicables à son assurance demeurent du domaine des biens, c'est toute l'assurance, c'est tout le secteur de l'assurance de dommages qui s'applique à cette assurance-là. Et on parle également justement de certification, d'inscription, d'autorisation. Donc les assureurs, ce sont des assureurs de dommages, les représentants qui doivent vendre le produit doivent être certifiés en assurance de dommages. Et là, on parle justement de formations qui sont très, très peu adaptées, je dirais, à l'assurance animale. Pas parce qu'on se tourne plutôt vers, par exemple, assurance habitation, assurance automobile, et toute la formation minimale, même la formation continue que ces gens-là doivent suivre, est beaucoup axée sur des marchés qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus traditionnels, je dirais, en assurance de dommages. C'est intéressant. Donc, un des premiers enjeux de la qualification de ce produit-là,
qui, selon moi, ressemble beaucoup à un produit d'assurance de personnes, mais le fait qu'on le qualifie d'assurance de dommages, ça a un enjeu sur la formation des gens qui vont le distribuer. On aura la chance d'y revenir un peu tantôt, mais ça a d'autres enjeux. Là, je me tourne vers Jessica. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attarder avec cette drôle de qualification de du produit? Ben, c'est ça. La difficulté, c'est qu'on assure un bien qui est finalement un être vivant. Donc, on attribue, on applique en fait des dispositions qui normalement vont s'appliquer à une chaise, à un bureau, à une maison, à un être qui est vivant et qui n'est pas comme une personne, donc qui ne parle pas, qui ne peut pas divulguer ses antécédents, qui ne peut pas manifester des problèmes de santé nécessairement. Donc, c'est là vraiment la difficulté. Jean-Christophe l'a abordé un petit peu, le Code civil est vraiment séparé en deux au niveau des assurances. Donc, on a des dispositions qui s'appliquent uniquement à l'assurance de personnes et on a des dispositions qui s'appliquent uniquement à l'assurance de biens. Et dans le cas qui nous occupe, on doit appliquer celle qui découle de l'assurance de biens. Donc, ça peut entraîner certains résultats un petit peu particuliers. Les difficultés, notamment en matière de divulgation du risque au moment de la souscription du contrat. Puis c'est pour ça que les problématiques de conditions préexistantes sont aussi épineuses dans ce produit-là. Parce que, on va appliquer peut-être des principes de l'assurance de personnes, mais on n'a pas les mêmes divulgations qui doivent être faites dans un dossier d'assurance de biens. Donc, les dispositions peuvent être un petit peu, peuvent apparaître incongrues là, en assurance de biens. On a toute la notion aussi d'aggravation de risque qui va diverger en assurance de personnes et en assurance de biens. En assurance de biens, on doit divulguer un risque aggravé ou un élément qui vient modifier la perception d'un assureur dans son intention d'assurer le risque ou dans l'établissement de la prime. Par contre, ce que l'article prévoit, c'est que l'assuré doit divulguer ce qui découle de ses faits et gestes. Donc, c'est facile dans le cas d'une maison. Si j'invite toute ma famille à habiter avec moi pour la prochaine année, je vais le divulguer à mon assureur. Ça découle de mes faits et gestes. Par contre, lorsqu'on parle d'une condition médicale d'un animal, si la condition évolue en cours de police, est-ce que je dois le divulguer? Pas nécessairement en vertu des dispositions de l'assurance de biens, parce que ça ne découle pas de mes faits et gestes, à moins évidemment que moi-même j'ai causé là, des blessures à mon animal, mais en théorie, si on se fie aux articles de l'assurance de biens, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va devoir divulguer en cours de contrat. Par contre, certains contrats l'exigent, le demandent. Donc, on demande à l'assuré de divulguer toute évolution de la condition médicale de l'animal. Ce qui n'est pas le cas en assurance de personne. En assurance de personne, une fois que le contrat a été mis, que l'examen initial a été fait, en cours de police, il n'y a pas de divulgation qui doit être faite. Au niveau de la divulgation, il y a aussi un impact sur la durée des contrats. Certains contrats vont être émis sur une base mensuelle, annuelle, ce qu'on n'a pas nécessairement comme enjeu au niveau de l'assurance de personnes. Mais je le répète, les dispositions qu'on doit appliquer, ce sont les dispositions de l'assurance de biens jusqu'à maintenant. Parce que là, même la jurisprudence a confirmé c'est une assurance de biens. L'AMF émet des permis à déterminer que c'est une assurance de biens et c'est logique avec les dispositions du Code civil qui traitent des animaux. C'est genre moins logique quand on regarde la nature du produit. Oui, c'est ça. Ben, ça revient à ce que je disais tantôt. C'est pas un produit hybride parce que c'est une assurance de biens, mais on assure un bien qui est un être vivant. Donc, dont la condition peut évoluer. Ce qui n'est pas le cas de ma chaise, de mon bureau, de ma maison. Donc, ça peut amener des résultats particuliers. Il y a certains articles aussi en assurance de dommages qui ne devrait pas trouver application. Un assureur, normalement, en assurance de biens, n'est pas censé couvrir les dommages qui découlent, en fait, la perte d'un bien qui découle de son vice propre. Est-ce qu'une maladie d'un animal est le vice propre du bien et, dans ce cas-là, ne devrait pas être couverte par cette police-là? Je pense que non, parce que c'est ce que l'assureur voulait couvrir, mais en même temps, les dispositions telles que rédigées dans la section de l'assurance de biens sont incompatibles en quelque sorte avec le type de produit avec lequel on se retrouve. Il y a un autre élément aussi au niveau du droit au sauvetage. Un assureur en assurance de biens peut choisir
de réparer le bien ou de le remplacer. Et là, on a un animal, donc on a un chien. Est-ce qu'un assureur, en théorie, pourrait dire l'opération coûte 10 000 allez vous chercher un nouveau Poméranien, ça va coûter 3 000 Là, on est dans la théorie encore une fois. Je ne pense pas qu'un assureur irait jusque-là, mais le code prévoit ça pour l'assurance de biens. Donc, on voit qu'il y a quelques dichotomies ou des enjeux là, qui pourraient découler de l'application, disons, littérale du code tel que rédigé actuellement. Vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'il y a On va en vraiment parler toute la journée. souvent des étudiants qu'il y a des beaux sujets pour faire de la recherche dirigée. Là. Ça en est un, vraiment, que ça vous sujet maîtrise. Mais en tout cas, on continue là, dans notre tournée. Je ne sais pas si tu veux nous glisser un mot sur la subrogation, parce que ça aussi, ça avait retenu mon attention. Oui, là. en fait, en théorie, un assureur de biens, lorsqu'il indemnise son assuré, va être subrogé dans les droits de son assuré pour récupérer l'indemnité versée d'un tiers responsable. Donc, dans le cas qui nous occupe, si votre chien est blessé par un automobiliste qui le heurte, des fois des voisins qui n'aiment pas les animaux vont leur donner de la nourriture inappropriée, en tout cas, bref. Si un tiers commet une faute qui cause préjudice à votre animal, votre assureur qui vous indemnise pourrait se retourner contre cette personne-là pour récupérer les sommes versées. Et ça, tous les contrats que j'ai vus le prévoient. Donc, conformément à la section des biens, les assureurs en assurance des animaux de compagnie prévoient leur droit de subrogation. Est-ce qu'ils l'exercent? Je ne l'ai pas vu encore, mais ils le prévoient au contrat. Donc, je pense que tout le monde s'entend sur le fait que la subrogation est possible dans ce cas-là. Très intéressant. Donc là, on vient de vous présenter dans les grandes lignes, bien sûr, c'est quoi ce produit-là, sa qualification un peu colorée sur le plan juridique. Et là, je vais me tourner vers Jacques pour qu'on parle un peu de la distribution de ce produit-là au Québec. On a déjà glissé un mot, mais est-ce que tu peux peut-être nous préciser qui sont les acteurs qui peuvent offrir aux consommateurs ce type de produit-là, puis comment ils sont encadrés? Oui, déjà, le domaine assurantiel, vous voyez, il y a derrière un assureur. Donc, les assureurs sont importants. Ici, c'est un marché assez émergent, assez niché, je dirais. Il y a que 3-4 assureurs qui offrent ces produits-là au Québec. Ce sont des assureurs qui ne sont pas québécois. La plupart sont ontariens. Donc, à ce niveau-là, le premier acteur, je dirais, de la distribution, c'est l'assureur lui-même. Un assureur qui est étranger. Pour faire affaire au Québec, il doit passer par des cabinets ou des personnes inscrites. Ça peut être des sociétés autonomes, représentants autonomes, etc. Il doit passer par ces cabinets-là pour offrir le produit. Et en assurant, et ces gens-là sont tous autorisés par l'Autorité des marchés financiers pour exercer au Québec. Je dirais que particulièrement, nous, ce qu'on voit énormément, c'est la vente par Internet. Donc, il n'y a pas de personne physique qui offre particulièrement le produit. Le consommateur peut se l'approprier en ligne, l'obtenir en ligne. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est vraiment toute autre relation avec le secteur de distribution, puisque le consommateur fait face à une machine, à un espace numérique selon la réglementation, et l'information lui vient en fonction de ce qu'il sélectionne sur le site Internet. Par contre, il n'est pas impossible non plus de passer par des personnes physiques. Ces personnes physiques-là doivent être certifiées auprès de chez nous pour pouvoir l'offrir. Mais comme je disais tout à l'heure, la grosse difficulté en distribution, c'est que ces gens-là doivent obtenir une formation et une certification en matière d'assurance de dommages. On parle beaucoup plus d'assurance automobile, assurance habitation, d'autres types d'assurance, puis très, très peu, en fait, pas du tout, d'assurance pour les animaux. C'est un petit enjeu. Le problème principal de la distribution, ce serait la formation des représentants. C'est quelque chose qui peut-être à réfléchir. Ben, en fait, oui. Puis, je veux juste préciser, c'est pas qu'ils sont pas formés dans ce qu'ils font. Non. C'est au contraire, c'est que la formation qu'on exige d'eux n'est pas adéquate pour leur exercice. Puis c'est une question de catégorisation. Puis c'est là aussi. Peut-être je peux enchaîner directement sur les catégories. Les catégories sont prévues en règlement d'application de la loi sur les assureurs. À ce niveau-là, les catégories, elles sont généralement uniformes, parfois en Amérique du Nord et même parfois ailleurs sur le continent, mais généralement en Amérique du Nord, ce sont les mêmes. Pourquoi? Parce que ça permet justement aux régulateurs, différents régulateurs, autant aux États-Unis, au Canada, dans les provinces, etc.,
de pouvoir uniformiser les autorisations qu'ils vont donner en fonction des secteurs qui sont très spécialisés. Donc, à ce niveau-là, les catégories pour qu'un assureur qui est établi, par exemple, à Toronto, puisse offrir de l'assurance partout en Amérique du Nord, lui, il n'y a qu'à dire, ben, je suis inscrit, je m'inscris en assurance de biens, par exemple. C'est une catégorie qui va être reconnue partout en Amérique du Nord parce qu'elle est commune, mais bien sûr, il doit obtenir des autorisations individuelles là où il veut exercer. Mais ce que je veux dire, au minimum, les catégories sont relativement uniformes un peu partout. Et ça, c'est justement pour des marchés qui sont très spécialisés parce que, comme je dis, le Code civil divisait en assurance de biens, assurance dommage, assurance de personnes, mais on a décliné des sous-catégories pour justement des marchés qui sont très, très spécialisés, qui ont besoin d'un encadrement très particulier. Pensez à l'assurance automobile, par exemple, qui diffère, bien sûr, d'une assurance de biens lambda, comme j'assure une bicyclette ou autre chose. Donc, si je comprends bien, si on voulait être capable d'imposer une formation très particulière qui toucherait l'assurance pour animaux de compagnie, on aurait besoin, au niveau nord-américain, de créer une nouvelle catégorie d'assurance. Exactement. Puis, c'est pas chose facile que de créer une catégorie d'assurance. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait à chaque année non plus. Déjà, les catégories, dans le sens que une assurance se catégorise déjà en fonction des assurances qui sont présentes. Comme je vous disais tout à l'heure, l'assurance de biens, c'est l'assurance un peu résiduelle. Donc, tout ce qui se qualifie pas en fonction d'une assurance beaucoup plus spécifique, une catégorie beaucoup plus spécifique, rentre dans l'assurance de biens pour ce qui est de l'assurance de dommages. Créer une catégorie, effectivement, faut parler avec les autres régulateurs. Je veux dire, faut avoir des discussions pan-américaines pour savoir justement qu'est-ce qu'on en fait, comment on monte le programme. Qu'est-ce que les autorisations comprennent, comment on certifie les gens, ces choses-là. Je veux dire, c'est vraiment pas chose facile. Puis, ça va dépendre de la nécessité aussi du marché. Le marché de l'assurance animale, on en a parlé tout à l'heure, c'est très peu répandu pour le moment. On pense à d'autres priorisations, comme par exemple l'assurance voyage, qui, elle, a un collectif, dans le sens qu'elle est à la fois de l'assurance de personnes d'un côté, l'assurance de dommages aussi pour, par exemple, la perte de bagages, annulation de vol, etc. Vous voyez, pour la personne physique qui veut exercer dans ce domaine-là, elle doit se certifier autant en assurance de personnes, autant en assurance de dommages. C'est plus compliqué. Fait que c'est peut-être une priorisation que les régulateurs pourraient faire. J'ai ajouté cette assurance sur ma liste pour les prochaines causeries éventuellement. Mais je comprends donc que les choses ne pourront pas bouger facilement au niveau des exigences en formation. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas se former, mais ça veut dire que les gens ne vont pas venir nécessairement du régulateur. Là. Et le Code civil s'applique ici. Donc, oui, on a les enjeux ici. Est-ce que les mêmes enjeux se reflètent dans la législation pan-canadienne, américaine? Peut-être pas. J'ai pas fait la vérification encore. Un autre beau sujet de recherche dirigé. C'est ce qui m'amène à demander à Dominique. On sait qu'il y a des produits qui sont offerts au Québec, c'est pour ça qu'on tient ce Midi-Causerie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler des principaux assureurs et distributeurs qui offrent le produit au Québec? Oui, il y a différents, effectivement, c'est disponible au Québec, différents intermédiaires de marché. Alors, on a les manufacturiers, donc les assureurs qui vont produire ce produit d'assurance-là. Dans certains cas, ils vont le distribuer directement eux-mêmes. Donc, on peut nommer Petline, Trupanion, c'est des acteurs qu'on a sur le marché ici. Après les manufacturiers, on a des distributeurs. Donc, ce sont des intermédiaires financiers, généralement des cabinets, des agences. C'est des acteurs, des intermédiaires qui sont peut-être un peu moins connus, là. Je vous nomme, entre autres, un courtier en assurance de dommages qui s'appelle Sodaco. Lui, il en distribue des produits d'assurance pour animaux. Et puis, on a aussi des entreprises, peut-être qui sont plus proches du consommateur à cause de leur notoriété, mais des entreprises qui vont offrir ce produit-là via des ententes de référencement souvent. Donc, on peut nommer CR Québec qui a ce genre d'entente-là, Costco qui a ce genre d'entente-là aussi. Il y a même des assureurs qui ne distribuent pas, qui ne distribuent pas leurs produits. Ce n'est pas leurs produits, ce n'est pas eux qui le distribuent, mais ils l'offrent via des ententes, donc Desjardins et Allstate aussi, qui est une agence là, en assurance de dommages qui offre ce genre de produits.
Là, je pense à mes étudiants actuellement. C'est quoi ça, des ententes de référencement? On a demandé peut-être à Jean-Christophe de préciser. C'est quoi ce type de distribution-là? Je me sens bien. Oui, en fait, les ententes de référencement, mais le mot le dit, c'est le client qui est référé à l'assureur ou à la personne qui peut distribuer ce produit-là par une personne qui n'est pas du secteur nécessairement de l'assurance. Donc, à ce niveau-là, on peut penser, je sais pas, un médecin, un dentiste, etc., qui répare sa clientèle pour obtenir de l'assurance chez un assureur, chez un cabinet, etc. C'est sûr que ces ententes de référencement-là, ça ne fait pas nécessairement concurrence, je dirais, au marché traditionnel de la distribution, en ce sens que ces personnes-là ne sont pas habilitées à faire tout ce que peut faire un courtier, un agent, une personne qui est certifiée auprès de l'autorité pour offrir ces produits-là. Essentiellement, on leur permet, puis ça, on a sorti un avis il y a quelques années, avis sur la collecte de renseignements et le conseil en assurance. On a décliné quelques gestes qui peuvent poser en fonction des ententes de référencement et d'éviter de faire le travail d'un courtier ou d'un agent pour justement ne pas aller jusqu'à l'exercice illégal d'une profession. Donc, le principal geste, on dirait justement aider le client à remplir sa proposition d'assurance, son questionnaire. Ensuite, il peut référer, comme on dit, il doit référer à une personne certifiée pour la vente, finaliser la vente d'assurance. Et le plus important, c'est surtout d'éviter d'être rémunéré en fonction de la vente du produit. C'est sûr, c'est des situations de cas par cas, mais on associe beaucoup la rémunération à l'exercice même d'un courtier ou d'un agent. Donc, sur ce point-là, c'est important. Les ententes de référencement, généralement, c'est pour les prix qui sont fixes, qui n'ont pas en fonction de la volumétrie de contrats conclus ou pas conclus en assurance. Celui qui distribue, j'aime pas le mot, mais qui fait partie de l'entente de référencement, donc il va référencer un client vers un assureur qui fait le produit, est-ce qu'il peut conseiller le client? Oui, jusque dans une certaine limite, parce que le conseil, je veux dire, c'est quand même variable, en ce sens que le conseil objectif qui vous dit, par exemple, je dirais, le premier, écrire les besoins, écrire les principales caractéristiques du produit, puis de répondre, je dirais, aux questions un peu techniques de la personne. Ça, en soi, c'est pas nécessairement un exercice exclusif du courtier. Le courtier va aller beaucoup plus loin que ça, par contre. Le courtier va aller, comme je disais tout à l'heure, il va être rémunéré en fonction de la vente du produit le plus souvent. Et lui va aller vraiment chercher, va analyser les besoins, va proposer des produits en fonction des besoins, va s'assurer de respecter les intérêts du consommateur. La personne qui est plutôt dans une entente de référencement, il présente le produit, répond aux questions du consommateur tant qu'elles sont plus d'ordre technique et non pas conseil spécialisé dans le domaine de l'assurance, et va référer à quelqu'un qui est inscrit, quelqu'un qui est certifié chez nous, qui lui va faire le reste de la transaction, puis va conseiller, évaluer l'adéquation du produit également, la convenance du produit, ce que je voulais dire, et c'est ça. OK. Donc là, en ce moment, c'est principalement en ligne. J'en comprends que quelqu'un qui est par entente de référencement enverrait le client vers le site web, va compléter sa demande et là, c'est en lien avec le cabinet qui supporte le site web, qui les mettra en lien avec un assureur. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de monde là, dans cette relation-là pour pouvoir obtenir l'assurance pour animaux de compagnie. J'enchaîne avec une autre question qui, par rapport à cette distribution-là. Est-ce qu'on pourrait avoir une distribution sans représentant par les vétérinaires, les éleveurs, les refuges, les animaleries, par exemple? Juste pour reprendre la distribution sans représentant, c'est vraiment un régime d'exception qui est prévu par notre législation québécoise, en ce sens que généralement, ce qu'on appelle la distribution traditionnelle, ce sont des courtiers, des agents certifiés qui distribuent les produits. Et le gouvernement a choisi de faire une exception à la règle pour certains produits. Quelqu'un en dehors de l'assurance, du domaine assurantiel, peut vendre une assurance qui est sous-jacente au produit ou au service qu'il a. Ici, le produit, ce serait l'animal en soi ou la vente d'animaux. Les assureurs ne se sont pas tournés vers ce régime d'exception-là pour le moment pour les assurances pour les animaux. Donc, l'autorité, on n'a pas vu de cas encore. Donc, on ne se prononce pas sur la possibilité de le faire ou non. On va évaluer au cas par cas
s'il y a un assureur qui désire axer sa distribution via ce mode-là, on va peut-être regarder. C'est surtout l'adéquation entre l'animal lui-même et le rôle de celui qui vend par rapport. Probablement qu'un éleveur a un lien certain. Un vétérinaire, c'est tout un autre lien. Fait que ça peut dépendre du type de produit, des clauses, etc. dans le contrat. C'est une analyse vraiment au cas par cas pour le moment. C'est intéressant. Peut-être que c'est à venir dans les prochaines semaines, c'est peut-être tôt, là, mais peut-être dans les prochaines années, on verra ce type de discussion. Ça m'amène un peu à parler des enjeux. On a décrit le produit, on a parlé de sa distribution, puis je ne sais pas si pour vous, mais moi, j'ai encore quand même pas mal de questions. Pour le consommateur. Puis, une des choses, puis là, je vais me tourner vers Jessica, mais ces contrats-là, tu l'as dit, sont très différents les uns des autres. C'est assez nouveau. On ne sait pas trop de quelle inspiration viennent ces contrats-là. On disait que les assureurs sont ontariens, donc clairement, en tout cas, je ne veux pas jouer dans leur équipe juridique, mais il y a des bonnes chances que ce ne soit pas Made in Québec. Là. Donc, c'est quoi les enjeux qui peuvent tourner autour de ça? Ben, c'est sûr que c'est difficile. Comme je le disais tantôt, on a un bien qu'on assure qui est un être vivant. Donc, on a une mécanique d'assurance qui est largement inspirée, sinon calquée du régime de l'assurance de personnes à laquelle on essaie d'appliquer des dispositions en assurance de dommages, de biens. Donc, je vous ai soulevé tout à l'heure quelques enjeux. Comment les tribunaux vont réagir à ça? Pour l'instant, il y a très peu de jurisprudence. C'est sûr que les tribunaux sont liés par l'article 898.1. Là. Je vais vous le lire rapidement, mais on nous dit les animaux ne sont pas des biens, ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Donc, jusque-là, on se dit, finalement, un animal n'est pas un bien. Par contre, on continue puis on vient nous compliquer un petit peu la vie en disant, outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, donc l'objectif de cette disposition-là, c'est qu'on ne puisse pas attenter à la vie ou à l'intégrité physique d'un animal, ce qui est parfaitement logique, mais on dit, outre ça, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. Donc, on nous dit, ce sont des êtres doués de sensibilité, par contre, on leur applique les dispositions relatives aux biens. Donc, pour l'instant, le raisonnement de l'AMF, le raisonnement de la Cour a toujours été d'appliquer les dispositions d'assurance de biens. Est-ce qu'en cours de route, dans le cadre de débats particuliers, un juge va se dire peut-être que je devrais faire une analogie avec des dispositions en assurance de personnes? C'est possible, on ne peut pas l'exclure. Pour l'instant, ce sont surtout des dossiers au niveau de la division des petites créances qui ont été traités. Donc, il n'y a pas de tribunaux supérieurs qui se sont prononcés sur cette question-là. Tant que les montants en litige vont demeurer inférieurs à 15 000 ben, ça va être difficile peut-être de faire ce débat-là. Donc, j'entrevois pas à brève échéance là, de grandes percées jurisprudentielles à ce niveau-là. Il y aura peut-être la doctrine, il y aura peut-être des maîtrises qui seront faites et qui pourront nous éclairer parce qu'on a fait évidemment une révision là, moins exhaustive, mais on est vraiment, c'est pas un régime hybride, mais on a deux types de dispositions qui pourraient s'appliquer au même produit. Donc, ça rend le tout un petit peu difficile. Au niveau du Canada, on a fait l'inventaire aussi. La jurisprudence est très peu volumineuse. Je pense qu'on a répertorié un cas en Colombie-Britannique. Alors, on est encore dans les balbutiements au niveau de la jurisprudence. Donc, à suivre. C'est tellement populaire en Suède. Il faudrait que je mette des étudiants pour faire ça comparer. En tout cas, on pensera au projet de recherche après. Ça, c'est intéressant. Moi, l'autre chose qui me vient, là, je vais vous avouer, quand je pense à l'assurance pour animaux de compagnie, je me dis, c'est comme pour mon assurance santé. Plus on la prend tôt, plus mieux mon animal va être protégé, moins il va avoir de conditions préexistantes. Est-ce que ma façon de penser est la bonne? En principe. En principe, oui, effectivement. On dit toujours que c'est mieux d'assurer dès son plus jeune âge parce que justement, les conditions n'ont pas eu le temps de se manifester. On voit aussi certains assureurs, qui vont mettre de l'avant le fait que l'assurance est garantie. C'est-à-dire qu'elle se renouvelle. Les prestations vont se renouveler automatiquement à chaque année durant toute la vie de l'animal. Donc, en théorie, on peut penser, ou du moins, ce qui est présenté, c'est qu'il y a une garantie de l'assurabilité de l'animal. Mais là, je vais me tourner vers Jessica. On est dans un contexte d'assurance de dommages.
est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a peut-être des brèches là, qui pourraient arriver par rapport à ça? Il y a plusieurs choses. On a parlé de en principe, en théorie. En pratique, ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de variations entre les contrats. Je le disais tantôt, il y a certains contrats qui sont émis sur une base mensuelle. Donc, en théorie, à chaque mois, on peut réévaluer l'assurabilité. Dans certains contrats, on va nous dire, mais on ne le fera pas sauf à l'expiration d'une période de 12 mois continue. Donc, on va réévaluer le risque à toutes les années. Donc, déjà là, ça peut poser problème si la condition médicale de votre animal évolue. Donc, en pratique, c'est peut-être pas nécessairement ça que les contrats disent. Il y a certains contrats aussi qui vont prévoir une évolution au niveau de la coassurance s'il y a certains risques. Il y a même certains contrats qui prévoient qu'il y aura une modification, qu'il peut y avoir des ajouts d'exclusion en cours de route. Donc, toutes ces clauses-là n'ont pas subi le test des tribunaux. Si on était en assurance de personne, ça ne pourrait pas nécessairement se produire parce qu'on a des articles qui prévoient qui protègent, si on peut dire, les consommateurs pour cet aspect-là. Mais là, comme on est en assurance de biens, la Cour, dans la mesure où l'exclusion est claire, ou dans la mesure où la clause est claire, même si c'est un contrat d'adhésion, si la clause n'est pas ambiguë, même si la clause est en fait, si la clause n'est pas ambiguë, elle va être interprétée, elle va être utilisée. C'est seulement en cas d'ambiguïté que la clause va être interprétée en faveur de l'assuré. Donc, j'y vois deux problèmes là-dedans. Là. Je ne peux pas m'empêcher. Le premier, c'est qui lit le contrat au complet, à part nous, parce qu'on fait un midi aujourd'hui sur le sujet. Premier élément, c'est un enjeu. Le deuxième élément, c'est quoi le problème que les gens vont pas lire le contrat? C'est probablement qu'ils vont avoir le même réflexe que moi, peut-être que vous, dans la salle ou en ligne, c'est de se dire, hey, c'est de l'assurance santé. C'est les mêmes règles pour mon assurance à moi. Donc, on va penser que ce qu'on connaît, parce que souvent, l'assurance invalidité ou santé, on a touché un peu, peut-être moins nos étudiants. En tout cas, je m'adresse à ceux qui sont un petit peu plus âgés dans la salle. On a joué avec ces concepts-là et on sait ce que ça représente. Donc, on va faire un transfert de connaissances qui va être inexact. Oui. Donc, le consommateur se retrouve dans une position où oui, c'est un peu de sa faute, il a pas lu le contrat, mais je pense qu'il faut quand même être indulgent. Il va penser qu'il y a une protection qu'il n'y a pas. Il y a quelque chose là à... Il y a plusieurs protections dont le consommateur en assurance de biens ne bénéficiera pas. Le Code prévoit clairement qu'en assurance de personne, si on veut exclure quelque chose, ça doit être clairement mentionné dans une section avec un titre approprié. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit écrit « exclusion », que la liste soit en dessous. Ce qu'on n'a pas en assurance de biens. Donc, l'exclusion, la limitation peut se retrouver, sous toute réserve, peut se retrouver dans plusieurs parties du contrat. Donc, ça vient aussi compliquer la lecture, l'analyse du consommateur. Je leur disais bien candidement que quand j'ai terminé la lecture de mon premier contrat, plus je recommence, j'avais rien compris. Alors, je me dis, putain, il y a moins bien outillé que moi là, pour lire un contrat d'assurance. Donc, je trouve que c'est pas simple, ça donne à la réflexion. Ça va m'amener sur le dernier petit point avant qu'on prenne vos questions, puis je vais me tourner vers Jean-Christophe pour lui laisser un peu le mot de la fin, mais tu sais, c'est un produit nouveau, on voit au début, il n'y a pas 4% des propriétaires qui l'ont. Peut-être qu'on va se reparler dans 10 ans, puis on va avoir un marché vraiment plus important, parce que vous savez tous, surtout ceux qui ont des animaux, les frais de vétérinaire explosent. Et je me demande un peu, c'est quoi la réflexion que vous faites en ce moment là, aux régulateurs sur ce produit-là? Mais en fait, on demeure vraiment à l'affût de ce marché-là, mais comme je dis, il est vraiment en émergence, très peu volumineux. Et surtout, il concerne 4 assureurs qui sont pas nos gros assureurs, qui n'ont pas nécessairement. Donc, à ce niveau-là, honnêtement, on a très peu de données pour regarder vraiment ce secteur-là en particulier, en ce sens que il n'y a pas nécessairement beaucoup de plaintes ou d'appels qui sont faits au centre d'appel de l'autorité. Fait que, vous voyez, on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations qui viennent vers nous. Les assureurs sont inscrits, les cabinets qui sont inscrits, on reçoit de l'info sur les sites Internet, on assure la conformité de ces sites-là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le moment, on n'a vraiment pas assez une vue globale. Ce marché-là n'est pas assez répandu pour qu'on y adresse une attention très particulière par rapport à tous les autres types d'assurances. Mais on reste à l'affût, comme justement je questionnais mes collègues dans les autres équipes, inspection, surveillance, ces choses-là. Ils m'ont sorti plein d'articles de presse, etc.
on se tient informé. Mais de là à dire, on prend un positionnement particulier, pour nous, tant et aussi longtemps qu'ils respectent l'encadrement applicable, puis que les consommateurs, justement, sont bien desservis, à ce niveau-là, l'autorité n'adresse pas plus, n'a pas de considération particulière sur le sujet. Merci beaucoup. De toute façon, on peut compter sur notre équipe pour nous garder à l'affût. Si jamais on voit des problèmes de protection du consommateur dans ce contexte-là. Donc, ça nous a permis de faire le tour ensemble de cette question qui est porte sur l'assurance pour animaux de compagnie. J'espère que ça vous a éclairé un peu dans la salle et je veux dire à la maison ou en ligne. Donc, on a quelques minutes pour prendre des questions si jamais vous avez envie de questionner nos experts sur ce sujet. Oui, je vous écoute. Oui, j'aurais peut-être une question dans une perspective de droit animalier. Je ne vais pas parler fort pour que les gens Oui, parfait, vous m'entendez. Bonjour, je suis doctorante en droit à l'Université Laval. Puis, mon intérêt pour le sujet, j'ai très peu de connaissances en droit des assurances. C'est beaucoup la perspective du droit animalier qui m'intéresse. Et j'ai un chien dans ma vie, puis le vétérinaire me coûte cher aussi. Et je sais qu'on m'a souvent dit que c'était très dispendieux d'avoir des assurances. Donc, j'avais une question aussi par rapport à l'accessibilité de ces produits-là pour le consommateur. Est-ce que, parce que vous avez, sauf, je t'ai fait un tout petit peu en retard, mais je pense pas que vous ayez parlé de gamme de prix. Et mon autre interrogation, ça concerne le fait, le 3 octobre, il y a un observatoire en droit animalier qui va être lancé à Sherbrooke. Donc, il y a des professeurs, Michael Lessard, Marie-André Binet, qui vont lancer cet observatoire. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet, puis je vous remercie d'avoir relevé les failles. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de majeur au niveau de la santé des animaux. Puis vous avez souligné, excusez, ma question est longue, mais que pour qu'il y ait un changement, il faudrait qu'il y ait une espèce de mobilisation pan-canadienne avec plusieurs assureurs. Tout ça. Fait que je me demandais, selon vos intuitions, là, je ne vais pas vous demander de vous mouiller non plus, mais pour provoquer un changement, est-ce qu'il faudrait se tourner vers le législateur? Vous en avez peut-être un peu parlé. Les tribunaux, ils suivent ce qui est écrit au deuxième alinéa de 898.1. Fait que ça ne va pas se passer au niveau des tribunaux s'il y a des changements. Donc, voilà. Si on veut un changement. Merci beaucoup pour votre question. Je vais commencer avec la première. Je vais la répéter rapidement pour les gens, les étudiants qui doivent écouter, n'hésitez pas, pour y aller. Donc, c'est une question au niveau de l'accessibilité des prix de cette assurance-là. Je vais me tourner vers Dominique pour répondre à cette question de la question. Mais en fait, on peut y aller avec le coût moyen là, au Canada pour un chien. Là, on parle, ici, je reste dans le régime le plus populaire qui est accident et maladie. On se retrouve autour de 75-85 $ dans ces eaux-là par mois. Donc, c'est pas quelque chose de gratuit, mais en même temps, le consommateur pourrait aller vers quelque chose de moins cher, mais il choisit vraiment la protection la plus complète. OK, parfait. On est à peu près là. Donc, 1 000 $ par année, à peu près. À peu près. Une prime de 1 000 $. OK, d'accord. Je vais juste poursuivre avec la deuxième question, là, qui va s'adresser plus à Jean-Christophe. Donc, grosso modo, là, je pense que je vais traduire votre question en d'autres mots, là, mais je pense qu'il y en a qui se questionnent à savoir comment on peut faire bouger les choses là, pour qu'on crée une nouvelle catégorie et que ça soit pris, peut-être, je vais leur dire plus au sérieux, là, ce type de produit-là, puisque ça allait. Il y a deux choses. La première, c'est sûr que, oui, il faut s'adresser à tout l'appareil législatif, je dirais les ministères qui s'occupent du secteur assurantiel. Chez nous, c'est le ministère des Finances. Il y a les autorités de réglementation également, comme nous, l'autorité des marchés financiers. Il y en a une dans chaque province, il y en a aux États-Unis, ça dépend des États, etc. Donc, oui, il faut sensibiliser ces gens-là à cette assurance-là, mais comme je vous dis, on n'est pas insensible à l'assurance. C'est l'importance du marché qui va faire bouger les choses. Fait que plus le produit se répand, plus les assureurs le vendent, plus il y a des assureurs qui participent à ce marché-là. Pour nous, ce sont des éléments de considération pour voir comment on peut adapter la réglementation spécifiquement à ce marché-là. Et je tiens à dire, il ne faut juste pas l'oublier, c'est pas parce qu'il n'y a pas de catégorie particulière qu'il n'y a pas d'encadrement en soi. Dans le sens, ces marchés-là sont quand même régulés. Je parle d'assurance voyage, c'est la même chose. On cherche à bonifier parfois, il y a des choses qu'on peut faire. Mais de là à dire on crée une catégorie, puis on se dit ça, c'est vraiment l'assurance future, entre guillemets, ça prend plus d'importance du marché, une plus grande distribution du produit
au niveau, puis je dirais nord-américain, comment. Puis si je peux me permettre une petite question, est-ce qu'au niveau de la réaction, je pense aux vétérinaires là, qui quotidiennement font faire des choix tragiques aux personnes qui viennent pour des raisons justement financières, est-ce que vous pensez qu'il y a une mobilisation qui est possible aussi de la part même, parce que là, vous avez parlé de possibilité de distribution là, à un certain moment dans la présentation, est-ce que à votre connaissance, l'Ordre des vétérinaires a une posture là-dessus? Est-ce que... Ouais, moi, je peux répondre. Là, ils ont organisé la semaine de l'assurance pour les animaux de compagnie qui avait lieu il y a 2 semaines. Donc, je pense que l'Association des vétérinaires est très mobilisée sur la question. Là. Même, peut-être une petite information, là, mais il y a des études qui se sont faites aux États-Unis sur l'impact de l'assurance pour les animaux de compagnie sur le bien-être mental du personnel dans les cliniques vétérinaires parce que ça permettait d'offrir souvent plus de soins et de placer moins souvent les propriétaires d'animaux dans des situations difficiles. Donc là, c'est une étude, là, c'est très embryonnaire, mais donc il y a des réflexions vraiment qui se font sur ces produits-là et leur impact. On a le temps pour une dernière question. Je sais qu'il y avait, je sais pas si madame, c'était en ligne. Non? On va prendre la vôtre. Moi, je suis enseignante au Cégep de Sainte-Foy en assurance services financiers. Mais mes 2 domaines, c'est le dommage et l'assurance de personnes. Puis je me sens interpellée parce que... mais moi, je suis pas une spécialiste en droit. Alors, c'est là pour moi, ceux qui vont les distribuer, c'est pas ça. Et là, il y a quelque chose que j'ai de la misère à comprendre, c'est justement le fait que l'animal soit un bien. Est-ce que quelles sont les démarches pour que le Code civil puisse modifier cet élément-là? Parce que c'est quand même important. Ça ferait toute la différence entre qui distribue aussi. En fait, c'est une excellente question, mais le code, je vais mettre des guillemets, là, vient d'être modifié, c'est-à-dire que 898.1, c'est nouveau. Nouveau. Ça date de 2015, là, mais ça découlait justement de problématiques avec la qualification d'un animal comme un bien. Donc, ils ont voulu assouplir ça, mais en gardant quand même la stabilité du régime et du droit. Donc, c'est pour ça qu'on a le 2e alinéa que je vous ai lu qui nous nuit un petit peu pour le volet assurance. Est-ce qu'il y aura une modification ultimement? Ça pourrait prendre du temps. Je pense que ça va peut-être passer par un assouplissement du côté des tribunaux. Mais encore là, il n'y a pas beaucoup de réclamations. Donc, je reviens un petit peu à ce que Jean-Christophe disait. Plus le marché va être grand, plus il va y avoir des réclamations, plus les frais vont être élevés, plus... Parce que je ne crois pas que les clients peuvent répondre à la demande puisque l'animal vaut rarement, 15 000, c'est quand même la majorité des animaux. Des interventions, là, des frais vétérinaires. On ne sait pas à quel point le législateur, quand il a fait cette modification-là, a pensé aux conséquences sur ce type de produit-là qui est encore moins répandu. Est-ce que des UFC, exemple obligatoire pour les distributeurs de ces produits-là pourraient au moins répondre à la connaissance? Oui, il n'y a pas particulièrement sur l'assurance animale, mais ces gens-là ont besoin de. Oui, mais mettons qu'il y aurait, pour adapter. Mais on les empêcherait pas de suivre des formations particulières. C'est ce que je voulais dire, dans le sens où on fait l'encadrement minimal, dans le sens des obligations qui sont nécessaires au plancher. Eux, si le marché veut se doter d'une formation particulière, puis offrir à tous ces représentants-là qui vendent ces produits-là, nous, on ne voit aucun souci. Là. Au contraire, c'est peut-être même bénéfique, mais c'est pas dans nos exigences de base que de suivre des formations, c'est plus les formations en assurance de dommages. Et je vais juste revenir sur le code civil. La chose aussi en matière de code civil, c'est que il y a le statut d'animal d'un côté, puis il y a le domaine de l'assurance de l'autre. Le domaine de l'assurance, comme je disais tout à l'heure, on dit en assurance de personne ou assurance de dommages. Là, essayer de qualifier l'animal de personne pour le rentrer dans une catégorie qui est l'assurance de personne. Déjà là, ça, c'est un très, très, très gros mouvement. Fait à ce niveau-là, il faudrait probablement beaucoup d'autres modifications, corrélaires, tout ça. Donc, c'est pas tout simplement de dire l'animal n'est plus un bien, il est une personne, et voilà, on a réglé tous les problèmes. Je veux dire, il y a beaucoup de réflexions. En fait, c'est pas l'animal dans d'autres sections du code. Ça devrait pas être le type de produit qui devrait faire référence à quel côté on le place et non pas l'animal lui-même. Je me permets, on complète avec une dernière question qui nous a été envoyée là, dès le début là, en ligne, à savoir si, puisqu'on est dans un contexte d'assurance de dommages, est-ce que lorsqu'il y a un sinistre, un expert en sinistre est appelé à traiter la demande d'indemnisation? Je me tourne vers vous. Je connais la réponse. Oui. C'est sûr qu'au niveau réglementaire, c'est nécessaire. En fait, les experts en sinistre agissent pour tout ce qui est sinistre en matière d'assurance de dommages. Mais on le sait très, très bien. Je veux dire, les experts en sinistre, c'est d'abord et avant tout
l'automobile, l'habitation, ces choses-là, possiblement qui n'ont pas une formation particulière. Je ne sais même pas si on peut faire une carrière d'expert en sinistre en assurance animale, mais je veux dire, essentiellement, c'est vrai qu'ils sont obligés d'agir à ce niveau-là, passer par des experts certifiés, mais encore là, tout le problème de la certification, de la formation, etc., en domaine en émergence. Fait que honnêtement, c'est ça. C'est traité par des assureurs ontariens. Oui. Donc, vous voyez que c'est pas simple comme enjeu. Je vais devoir pour qu'on respecte un peu nos délais, on a déjà dépassé un petit peu, on va mettre fin à cette midi-causerie, mais je tiens à remercier vraiment beaucoup nos intervenants. C'est un sujet pas simple parce que en ce moment, au Québec, il n'y a personne qui porte le titre d'expert en assurance pour animaux de compagnie. Donc, on s'est tourné vers des experts dans le domaine de l'assurance, vous l'avez compris, pour nous aider là, à mieux comprendre le produit. Donc, je les remercie beaucoup de s'être joints à moi pour vous faire découvrir ce produit-là. Merci aux participants en salle, aux participants en ligne. Un merci spécial à ceux qui ont ouvert leur caméra. C'est toujours apprécié de vous voir la minute. On vous salue. Effectivement, on vous salue.